sur votre chaîne qui est la 10e rue Télévision, le temple de la démocratie. Notez ce rendez-vous, c'est chaque dimanche à 16h10 et la rediffusion le mercredi à 15h. Merci. Aujourd'hui, on parle de l'AVC, accident vasculaire cérébral. Cet accident qui survient dans nos vies d'une manière brutale. Et selon les statistiques, 15 millions de personnes souffrent de l'AVC au cours de leur vie. Et 10 millions d'entre elles souffrent d'une incapacité permanente et qui devient un poids pour la famille et pour la communauté. Et comment cela nous atteint et comment peut-on l'éviter? Le docteur John Gassanji nous explique en long et à large. Dr Ernest John Gonsanji, natif de la ville d'Ekikwit, là nous sommes dans la province du Bandundu, où il a fini ses études depuis 2015 à l'université d'Ekikwit en médecine, chirurgie et accouchement. Homme du terrain, il se déplace à chaque fois qu'on lui demande pour secourir un malade, que ce soit nuit ou jour, sous la pluie battante ou soleil accablant. Médecin traitant au centre hospitalier ému de compassion, ici à Kinshasa, dans la commune de Bandalungwa, mais également médecin traitant à l'hôpital général de Kabinda, toujours à Kinshasa, dans la commune de Lingwala. Dr John Gonsanji consulte ce malade avec simplicité et un sourire spécial. Il aime bien les enfants et aime vivre en communauté, très sensible et social. Membre de l'association Santé Gungu et environ. Assage en sigle. Médecin membre attaché à la prise en charge des ripostes contre Covid-19. Sa plus grande joie est d'avoir soulagé un malade. Oui, bonjour docteur. Bonjour madame. Comme je viens de l'introduire, aujourd'hui nous parlons de l'AVC, accident vasculaire cérébral. Si vous pouvez nous dire comment attrape-t-on l'AVC? Merci beaucoup pour la question madame. C'est bien comme vous l'avez énoncé, l'AVC il s'agit bien de l'accident vasculaire cérébral. Ça veut dire qu'il s'agit d'une issue de plusieurs pathologies qui aboutissent à un accident qu'on peut facilement prévenir. Déjà, je les classe une non-pathologie qui survient au cours de certains des événements que nous allons pouvoir développer. Comment on l'attrape? Ça veut dire que c'est un accident qui survient au décours de plusieurs pathologies. Il ne s'agit pas d'une maladie, comme on pouvait l'entendre. Il s'agit d'un accident, comme un accident de circulation routière. Et quand l'accident n'est pas prévu? Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de l'éviter? Voilà. Comme je dis que c'est une conséquence de plusieurs pathologies, on peut agir en amont en prévenant, en évitant qu'on soit malade. On ne peut pas prévenir bien sûr, mais on prévient en soignant ces pathologies qui amènent à faire l'AVC. C'est-à-dire qu'ils nous suivent, chacun comprenne à sa manière. Mais sinon, quand je dis accident, au terme facile, simple, c'est comme j'ai expliqué tantôt, il s'agit d'un accident comme on voit souvent dans nos routes, il y a un accident de circulation routière qui survient au décours d'une mauvaise conduite dans la rue. Voilà. Et donc, au niveau du cerveau, il arrive ce que nous appelons un accident vasculaire. Vasculaire, on sous-entend le faisceau qui irrigue le cerveau, qui peut facilement nous causer ce que nous appelons l'AVC. Et donc, pour prévenir à cela, on agit en amont. C'est-à-dire soigner les pathologies qui nous amènent dans un période d'un accident vasculaire cérébral. Quelles sont ces pathologies? Voilà, merci pour la question. Il s'agit en première ligne des pathologies qu'on appelle les pathologies cardio-métaboliques. On classe en première ligne, on peut citer par exemple l'hypertension artérielle, on peut citer le diabète sucré et certaines d'autres maladies métaboliques. Avec comme chef de file ou métronome ce qu'on appelle le stress psychosocial. Ce qu'engendre le stress et tout ce qui est lié au stress dans la vie. Voilà. Et à cela, comme je dis à mon énoncé, en agissant en amont, en soignant correctement toutes ces pathologies et en évitant qu'on tombe malade,
on prévient directement ou indirectement qu'on fasse l'accident vasculaire cérébral. Alors, est-ce que c'est soignable? Oui. Souvent, nous remarquons la personne qui est atteinte de l'AVC, s'il est guéri, si cette personne est guérie, la personne reste avec des défauts, la personne ne raisonne plus bien. Qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Est-ce que c'est soignable ou pas? Oui, madame, déjà, il faut comprendre parce que j'ai dit tantôt à l'énoncé. Voilà, donc mon introduction nous amène à un développement sous forme pyramidale. Ça veut dire que tout ce que nous allons dire, c'est déduit par rapport à ce que j'ai dit à l'introduction. Donc, n'étant pas une pathologie franche comme d'autres pathologies, donc les mécanismes de survenue étant clairs, comme je l'ai dit tantôt, ça veut dire que vous faites l'hypertension artérielle, vous souffrez du diabète sucré, toute autre maladie métabolique que vous pouvez bien prendre en charge, d'office vous prévenez que vous ne fassiez pas l'accident vasculaire cérébral. Et quand l'accident arrive, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas, qu'on ne s'y attendait pas. Dès que l'accident arrive, tôt la prise en charge est faite, mieux vous allez vous en sortir. Donc, c'est quelque chose, quand elle arrive, donc c'est une extrême urgence que vous ne pouvez pas comprendre. Extrême urgence qu'on peut prendre en charge que dans les 24 premières heures qui suivent cet accident. Est-ce qu'il y a des signes ou symptômes de l'AVC? Il n'y a que des signes annonciateurs. Voilà. Vous êtes par exemple sur un terrain, vous êtes par exemple sur un terrain d'hypertension artérielle et déjà vous évoluez avec des tensions oscillantes, comme on dit, et qui sont non équilibrées ou avec une prise en charge irrégulière. Et donc, vous aurez des signes qui annoncent que vous êtes déjà sur un terrain de pré-AVC, qui vous amène à faire l'AVC. Entre autres, les maux de tête intenses qui vont s'intensifier. Par exemple, les hypertendus, ils ont l'habitude d'avoir des maux de tête parfois quand il y a une élévation des chiffres tensionnels au-delà des normes. Alors, à ce moment-là, vous aurez une céphalée intense par rapport à vos habitudes et vous aurez peut-être des vertiges ou des sensations de malaise inexpliquées qui vont plus tard vous amener dans un terrain d'AVC. Et donc, dès que vous avez déjà ces signes annonciateurs, alors ne tardez pas. Et ailleurs, on a des téléphones d'urgence pour les SIMI ou les SAMI qui interviennent à tout moment pour pouvoir aider le patient qui est déjà dans un terrain de pré-AVC. Quand vous dites que ailleurs, ici chez nous, en RDC, vous en tant que médecin, pourquoi vous ne plaidez pas pour le malade, pour que cela soit aussi ici? Très belle question, madame. Ça, c'est une question très pertinente. Raison de votre émission d'ailleurs. Ici, j'en appelle personnellement à la conscience des autorités, ceux qui nous dirigent. Parce que vous savez, la politique sanitaire en RDC, elle est ce qu'elle est. Elle est ce qu'elle est. Déjà, on n'organise pas les urgences dans notre pays. Ça, on doit se le dire. On n'a pas un service d'urgence parce que l'AVC n'est prise en charge qu'aux urgences. Comme je dis tantôt, c'est une extrême urgence dans les 24 premières heures qu'on doit agir. Vous comprenez avec tout ce qu'il y a par rapport à notre pays. Souvent, ici, les patients nous arrivent déjà au-delà des 48 heures. Vous voyez? Donc, tout ce qui a trait à la prise en charge ne sera que, voilà, une suite de logiques de ce qu'on ne peut pas expliquer ici. L'AVC, comme je dis, c'est un accident. Il ne s'agit pas d'une pathologie qu'on doit suivre, comme quelqu'un qui fait le diabète, qu'on doit donner une molécule en train de suivre. Non. L'AVC, c'est un accident. N'étant pas une pathologie, il n'y a pas un médicament précis. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle les soins d'accompagnement. Un traitement accompagnateur qui accompagne la personne qui a fait l'AVC pour pouvoir récupérer de toutes ses fonctions. Vous voyez? Donc, l'accident est déjà arrivé. On s'est dit, par exemple, un accident de circulation routière, la personne s'est déjà fracturée. Donc, il fallait agir en amont. Comme la personne s'est déjà fracturée, on ne peut que prendre en charge la fracture. Donc, l'AVC étant déjà arrivé, on ne peut que l'accompagner dans les soins. Et ça ne peut se faire que dans les 24 heures. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça par rapport au développement. Ça ne peut se faire que dans les 24 heures. Si on entre dans le détail de ces traitements en 24 heures, vous allez comprendre que c'est vraiment utile et une extrême urgence qu'on prenne en charge une personne qui fait l'AVC dans les 24 heures. Et ce n'est qu'aux urgences. Ce n'est qu'aux urgences. Ce n'est qu'aux urgences que ça ne peut se faire. Et les urgences n'étant pas organisées dans notre pays, et donc souffrons que
que cela soit déjà plus alarmant, qu'on doit vraiment interpeller nos autorités pour qu'ils prennent vraiment pour qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire par rapport à cet état des choses. D'ailleurs, dans mon introduction, je l'avais dit, la personne qui a souffert de l'AVC devient un poids pour non seulement la famille et pour la communauté. Il faudrait que l'État congolais puisse se réveiller sur ce point, parce que la santé n'a pas de prix. Alors, c'est dans quelle tranche d'âge la personne peut faire le AVC? Étant déjà sur terrain de pathologie chronique, par rapport à mon énoncé, là les gens ont compris que c'est lié par rapport à certains âges. Mais attention, l'AVC peut toucher toutes les tranches d'âge, ne vous trompez pas. Alors? Voilà, donc ça veut dire que même un bébé peut faire l'AVC, ça c'est lié à certaines pathologies. Et alors, déjà un prématuré par rapport au développement et tout ce qu'il y a, il peut faire une hémorragie cérébro-ménagère. Donc là sont des développements plus techniques par rapport à la santé, et comprenez que ça peut toucher toutes les tranches d'âge. Et donc, les enfants souffrant de la drépanocytose peuvent vous faire l'AVC. Vous comprenez? Donc ça déjà ça explique par rapport au mécanisme de survenue, par rapport à tout ce qui a trait... les drépanocytes sont les anémiques. Voilà. Donc la drépanocytose sont les enfants qui souffrent de l'anémie SS, que nous appelons couramment l'anémie falciforme ou l'anémie SS. Donc ces enfants-là, ils peuvent facilement vous faire l'AVC parce que l'anémie falciforme, vous comprenez que ça a trait au sang. Et donc le sang nourrit tous les tissus du corps humain et ça peut expliquer également que les cerveaux également soient exposés. Donc ils ont aussi la facilité de vous faire l'AVC. Et donc les pathologies chroniques, comme je l'ai dit, l'hypertension, les diabètes qui touchent surtout les vieilles personnes peuvent également expliquer ça. Mais nous avons aussi l'hypertension essentielle qui touche les jeunes et donc qui peut expliquer aussi l'AVC dans le jeune âge. Et on croirait à l'époque, comme on dit souvent, que c'est une pathologie venue de blanc, à l'époque il n'y en avait pas ici. Est-ce qu'il y en avait ou il n'y en avait pas? Peut-être faute aussi du matériel adapté pour les diagnostics. On peut se dire qu'il y en avait déjà, mais on n'arrivait pas à bien diagnostiquer. Voilà, comme je dis que les enfants anémiques ou drépanocytaires peuvent développer l'AVC. Ça veut dire qu'il y en avait déjà, mais faute de moyens fiables pour le diagnostic, on n'arrivait pas à bien détecter. Donc les diabètes sucrés avec l'avènement du diabète sucré, l'hypertension artérielle qui marche de pair. En tout cas, aujourd'hui, on a trop de cas d'AVC. Allez même dans des soins intensifs des grands hôpitaux, vous verrez que c'est vraiment horrible. Ça nous préoccupe. C'est devenu même un problème de santé publique. Alors on doit agir en amont, soigner correctement les pathologies qui causent cet accident, les pathologies en cause. Vous, en tant que corps médical, alors dites-nous comment prévenir pour que cela n'arrive pas. Et donc, pour pouvoir prévenir, moi je vais ici à la population qui nous suit agir plus sur les problèmes qui a trop stress. Vraiment, ça c'est le premier facteur. Le stress psychosocial que vivent les Congolais, surtout les Congolais actuels. Je sais pas, il faut agir dans tous les niveaux possibles. Vous voyez, si le pays est stable, moins il y a le stress, surtout psychosocial. Et moins également les gens sont exposés à faire toutes ces pathologies que je viens d'énumérer ici. Moins également, par conséquent, ils vont pouvoir développer des AVC. Et également au couple, de pouvoir faire des examens prénuptiaux, qui sont simples d'ailleurs pour prévenir qu'on ne tombe pas sur le terrain des enfants drépanocytaires. Et donc voilà, par conséquent, on va pouvoir prévenir également les AVC. Et donc ici, aux gens qui souffrent déjà de l'hypertension, du diabète, pour ne pas stigmatiser, voilà, on ne peut pas se dire qu'on va seulement sensibiliser la population qui ne souffre pas de l'hypertension, du diabète, ceux qui en ont déjà, à pouvoir venir se faire soigner, parce que le constat est amer. Et vous verrez qu'à plus de 50% des gens qui souffrent de l'hypertension et du diabète sont des gens, soit qui sont non diagnostiqués, ou encore déjà diagnostiqués, mis sous traitement, qui ne suivent pas correctement les traitements, ou encore sont des gens qui prennent des médicaments quand ils se sentent mal, qu'ils ont des malaises. Vous verrez une hypertendie qui entre dans le bureau et vous dit je suis hypertendu. Ça fait déjà 5 ans, c'est qu'il nous automne, ça fait déjà 5 ans. Il est sous traitement, il vous dit docteur, je me prends la molécule que quand je me sens mal. Alors que moi je dis toujours, les médicaments contre l'hypertension artérielle sont appelés d'abord anti-hypertenseurs.
Ce ne sont pas des hypotensiens, mais des anti-hypertensiens. Bien sûr qu'il y en a aussi ce qu'on appelle des hypotensiens qui existent aussi. Mais souvent, ce que nous donnons aux patients sont des médicaments dits anti-hypertensiens. Ça veut dire que ça prévient seulement que vous ne fassiez pas l'hypertension. Vous voyez? Même si vous avez des chiffres tensionnels qui sont dans les normes, mais on conseille toujours aux patients de pouvoir prendre sa molécule pour éviter qu'il n'y ait pas augmentation des chiffres qui vont vous amener à faire l'AVC. Voilà, et surtout que quand vous êtes hypertendu, vous ne prenez pas votre molécule, et donc l'hypertension va évoluer et devenir une hypertension artérielle maligne. Là maintenant c'est atroce, très dangereux pour les organes. Surtout les organes dits nobles. Vous avez là les cerveaux, le cœur, le foie, les reins et autres. Donc les organes là vont pouvoir être exposés à tout moment. Et ça va vous amener à des pathologies qu'on ne peut pas citer. Ici c'est plus l'accident qu'on insiste sur l'accident vasculaire cérébral qui est vraiment un problème actuel qui nous dérange souvent. Souvent aussi les patients qui font les AVC nous arrivent ici, comme je dis, tardivement, au-delà des 48 heures. Et ça complique même la prise en charge. Déjà là, vous verrez, toutes les séquelles sont là et vont pouvoir se manifester. Même pour récupérer en kiné, ça c'est encore très délicat pour la suite des événements. C'est vraiment un événement très majeur pour la santé, et qui ne peut être prévenu que par une bonne prise en charge correcte des pathologies sous-jacentes. Oui, docteur, il y a des gens qui ont souffert de l'AVC ou qui souffrent de l'AVC qui sont en train de nous suivre. Est-ce qu'il y a une espérance de vie après l'AVC? Voilà, c'est comme j'ai dit à mon introduction, tôt elle est prise en charge, mieux vous vous sentirez mieux. Donc, si vous venez dans les 24 heures, vous arrivez dans les 24 heures suivant l'AVC, et que la prise en charge est faite correctement comme il faut, l'espérance de vie elle est très bien faite. Donc vous allez bien récupérer et vous pouvez reprendre votre vie comme d'habitude. Donc ici le problème c'est seulement les urgences qui suivent après l'accident vasculaire cérébral. Dans les 24 heures, dès que vous arrivez à l'hôpital, on place un traitement correct et donc vous allez bien récupérer. Et nous avons des patients qui ont bien récupéré, qui viennent témoigner, qui nous disent même eux-mêmes, en tout cas, qui viennent nous remercier, qui nous disent vraiment en tout cas. Mais là aussi, je veux aussi insister sur les patients qui ont fait l'AVC, de pouvoir continuer avec ce qu'on leur donne comme conseil par la suite. Parce que après l'AVC, il y a certains plaisirs qu'on donne à suivre, et que les patients savent eux-mêmes comment ils vont essayer un peu d'échanger par rapport au mode de vie. Et, on vous dit par exemple, vous preniez un régime qui était normal ou standard par rapport à toute la population, mais par la suite on vous interdit certains éléments que vous devez observer et comprenez. C'est pas facile de pouvoir changer le mode de vie qu'on avait aux années antérieures, mais on est censé s'adapter par rapport au nouveau mode de vie. Et c'est cela que nous faisons appel à nos patients qui ont souffert de l'AVC. À se dire par rapport à ces sujets ici, la réalité elle est plus clinique. Les patients qui nous arrivent et qui ont fait l'AVC, comme j'ai dit tantôt, dans les 24 premières heures, ce que nous instaurons, c'est les traitements d'urgence. Les traitements d'urgence pour pouvoir accompagner. Parce que, à dire là-dedans, je n'ai pas voulu entrer dans les détails plus médicaux, parce que là, ça nous concerne plus les personnels soignants. Mais nous avons deux types d'AVC. L'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Donc ça c'est dans les détails. Alors, il y a même ce qu'on appelle l'AIT, un accident ischémique transitoire. Ça mime l'AVC, ce n'est pas du tout l'AVC. Ça arrive. C'est comme j'ai dit, un terrain de pré-AVC. Ça, c'est un AVC comme un terrain de pré-AVC, un terrain qui est avant AVC. Voilà, ça c'est pour dire que ça c'est transitoire, quelque chose qui est passé, qui allait arriver, qui vous a averti. Voilà, donc ça c'est à vous de jouer peut-être la jurisprudence, mais à comprendre que nous avons deux types d'AVC, l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. Hémorragique sous-entend un saignement à l'intérieur du cerveau, un cerveau qui éclate, qui saigne à l'intérieur du cerveau. Ou vous avez un... Qu'est-ce qui provoque qu'un vaisseau puisse éclater, qu'il y ait saignement? Il y a une prédisposition génétique, par exemple, vous avez un anévrisme au niveau de vos vaisseaux,
Donc ça c'est plus technique, on ne peut pas développer ici, mais il faut seulement comprendre que vous êtes prédisposé à faire éclater vos vaisseaux. Par exemple, un vaisseau anévrismal qui peut s'éclater, ou une forte tension, comme j'ai dit, au dépend de l'hypertension artérielle. Vous avez une tension qui augmente tellement que ça fait éclater le vaisseau. Parce que quand on atteint la pression artérielle qui augmente, on voit la résistance vasculaire périphérique. Donc le vaisseau qui résiste par rapport au débit cardiaque. Un cœur qui accélère son rythme, qui pompe trop de sang, et que dès que le vaisseau lâche cette hyperpression sanguine, ça peut aller faire des dégâts. C'est pourquoi les vaisseaux résistent. Mais ici, la résistance, elle est pathologique. Elle n'est pas comme une résistance normale. Comme elle est pathologique, une résistance qui ne peut pas être. Le cœur s'est dit, bon, j'envoie des sangs, je suis bité quelque part. Il y a quelque chose qui résiste. Il va encore accélérer. D'autant plus qu'il doit augmenter le flux pour aller nourrir les tissus qui doivent être nourris en aval. Et donc là, il augmente son débit et sa fréquence. Et dès que ça fouette, ça retrouve une résistance qui est là-bas. Et le vaisseau ne peut plus supporter un fort débit qui arrive du cœur. Parce que le cœur, c'est une très grande machine qui envoie vraiment une forte puissance au niveau des vaisseaux. Le vaisseau, en essayant de résister, il va s'éclater. Parce que le sang vient très tellement que ça surpasse son mécanisme de défense. Il va maintenant s'éclater. Ça entraîne ce qu'on appelle un saignement à l'intérieur et puis ça explique l'hémorragie. Voilà. C'est ça l'AVC hémorragique. Et donc, l'autre sorte, c'est ce que je dis tantôt, l'AVC ischémique. L'AVC ischémique, il s'agit en fait d'un processus au niveau de notre circulation qui explique la survenue d'un caillot sanguin. Terme vulgaire pour que les gens comprennent. La survenue d'un caillot. Il y a des gens qui savent le mécanisme de la thrombose, ça peut expliquer un thrombine qui se détache et puis ça explique un caillot sanguin qui va circuler dans le sang. Et arrivé au niveau des vaisseaux cérébraux, nous avons des petits vaisseaux au niveau du cerveau qui ne vont pas supporter le volume des caillots qui vient là. Et ces caillots vont obstruer la lumière de ces vaisseaux-là. Quand ça obstrue la lumière, en amont et puis en aval, le sang n'arrive plus. Donc le tissu, au départ de ces vaisseaux-là, ne va pas être nourri correctement. Et donc il souffre de ce que nous appelons l'ischémie. Comme la pourriture, il va pourrir. Et donc ça explique cette ischémie-là. Et donc, comprenez maintenant que la survenue de cette thrombine-là, dès que ça obstrue la lumière d'un vaisseau, mieux, comme je dis, tôt on agit, on peut aller désobstruer ces vaisseaux-là et on récupère les tissus en aval. Okay. Voilà. Plus cette obstruction traîne, de plus en plus on perd les tissus. Et les tissus, quand on les perd, il y a une forte expansion. D'une cellule à l'autre, d'une cellule à l'autre. Donc ils vont commencer, c'est comme une pourriture qui essaie un peu de s'élargir. Voilà, donc on aura maintenant toute une zone du cerveau qui va pourrir, ce qu'on appelle l'ischémie. Et donc on perd la fonction qu'il y avait là-bas. C'était une fonction motrice, ça va expliquer par exemple la perte des membres qui fonctionnaient correctement. Voilà, vous verrez que le patient va devenir soit hémiplégique ou hémiplégique. Ça dépend maintenant du degré de cette obstruction au niveau du vaisseau. Vous comprenez, hein? Donc tout ça, comme je dis, c'est vraiment une extrême urgence. Il faut aller agir vite pour désobstruer les vaisseaux et récupérer la fonction. Également, vous verrez que le patient qui est soumis à la kiné, il va facilement récupérer. Donc si on agit tardivement, on perd la fonction qu'il y avait au niveau la partie de ces cerveaux-là. Vous verrez que ça sera plus tard, et pour récupérer, ça devient un problème. C'est là qu'on a des séquelles invalidantes. La personne devient invalidante dans la société. Donc il s'agit d'une extrême urgence. J'insiste dans les premières 24 heures. Oui, docteur, nous l'avons souvent remarqué, nous n'avons pas l'habitude de venir nous faire ausculter de temps en temps à l'hôpital. Selon vous, pour éviter tout ça, nous devons venir, que nous soyons malades ou pas, nous devons venir nous faire consulter combien de fois l'année? Bon, ça c'est en termes de check-up. Checker, oui, voilà. Checker voilà, c'est ce que nous appelons le check-up. Par rapport, là je parle par rapport au contexte de notre pays, à la réalité sociale qui vit le Congo. Parce qu'on ne peut pas directement imposer le modèle de l'EMS ici au Congo, mais ça s'adapte par rapport aux réalités du pays. Donc, il est d'autant plus nécessaire, plus utile par rapport à nos moyens ici de venir ne fût qu'une seule fois là, le mois, à la fin du mois, parce qu'on attend qu'on soit payé les 20 ou les 25. On peut passer à la fin de chaque mois, faire un check-up général, vérifier. Mais ça, l'attention artérielle, il faut avoir l'appareil à la maison. Il faut avoir l'appareil à la maison. Et moi, j'ai l'habitude de le faire même sur ma chaîne.
j'en parle par rapport à la sensibilisation. On le fait également. Il faut avoir l'habitude de passer chaque fois ou avoir l'appareil à la maison, d'autant plus qu'avant de sortir le matin, c'est plus la tension matinale et la glycémie matinale également qui nous informe plus avant de sortir le matin et pouvoir se faire contrôler, voir sa tension artérielle, voir sa glycémie. Mais pour les autres check-up ici, vous n'avez pas les laboratoires à la maison, passez même à la fin du mois, au centre, dans différents centres, et voyez un médecin, c'est bien, parlez avec lui, il y a certains conseils qu'il peut vous donner, qui sont vraiment utiles par rapport à la pratique quotidienne. Et vous faites checker, et puis voilà, vous allez suivre également la courbe de vos évolutions, de vos différents paramètres, comment ça évolue dans l'organisme. Et cela va vous éviter d'être... Parce qu'il y a des gens qui nous arrivent aussi, c'est une hypertendie méconnue qui a évolué comme ça, dès 3 ans, il fait attention, comme à l'hypertension artérielle. Voilà, il s'ignore, il vous arrive juste quand il y a un événement qui arrive. Soit c'est une cardiopathie ischémique, soit c'est une insuffisance rénale au stade évolué, soit c'est un accident vasculaire cérébral. C'est ce que nous déplorons. Donc, d'où le pourquoi de venir se faire consulter voilà. une fois le mois. Que vous soyez malade ou pas. Ne stress. D'ailleurs, les cabinets médicaux ne reçoivent pas les gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne viennent que pour des conseils, des couples, des conseils sur les jeunes, par exemple, des soins intimes d'une femme. Ça, c'est vraiment important, il faut passer à chaque fois. Mais dans les temps, il y avait des hôpitaux qui organisaient ces genres de séminaires, ces genres de conférences. Ça, mais c'est dans notre temps. Je remarque que vous ne faites pas. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Nous les faisons également. Mais il faut comprendre qu'actuellement, voilà, c'est plus, on a plus de... Vous avez beaucoup plus brandi l'argent. Non. Vous ne respectez plus votre serment d'Hippocrate. Non, c'est pas ça la raison. En fait, moi, j'ai voulu dire autre chose. Ça veut dire qu'on a plus de centres privés, si vous remarquez, que les hôpitaux de l'État. L'État n'a plus cette politique-là de pouvoir construire les hôpitaux. On a plus de centres privés. Alors dans les privés, c'est comme un commerçant. Il a mis son paquet, il s'attend à un gain. Voilà. C'est là que ça pose un problème. Alors pour pouvoir le faire, on a besoin plus de partenaires, d'un soutien. Voilà. Parce qu'on doit sensibiliser et les personnels et tous les moyens de pouvoir lancer ces campagnes-là. Mais ça c'est fait. Ça c'est fait. Peut-être les gens ne sont pas informés. Ça c'est fait dans les privés. On a des conférences où on invite souvent les gens. C'est comme vous le faites également ici, à travers la 10e rue que je remercie, et à travers votre personne, modeste personne. Et donc, ça, c'est une sensibilisation. C'est un message qui passe à la population. Moi, je vous encourage à faire ça. Ça fait partie de la campagne de sensibilisation. Vous aidez également la population à vous suivre sur la 10e rue. Voilà. Il y a la médecine traditionnelle. Il y a de ceux-là qui viennent chez vous, les modernes, et ça ne tient pas. Et quand ils vont chez les tradis, ça tient. Est-ce que vous travaillez en connivence avec la médecine traditionnelle? Oui, merci madame. La médecine traditionnelle, les tradis praticiens, comme on dit, c'est une médecine qui existe. Même la médecine que nous faisons, c'est une médecine traditionnelle qui a été développée. Ça provient des plantes, oui. Voilà, ça a été développé et prouvé. Parce qu'aujourd'hui, on travaille sur des méthodes rationnelles. Donc, on doit prouver c'est à quoi on est capable. C'est ce qu'on veut démontrer. Voilà, donc il y a des tradis praticiens qui savent s'y prendre. Bon, j'entends souvent guillemets, c'est pas moi qui vous ai des témoignages des patients comme ça. Bon, par rapport à l'AVC, c'est comme je vous ai dit, ici, la prise en charge, elle reste multidisciplinaire. Il n'y a pas qu'un seul domaine de la médecine qui s'en occupe. Donc, moi, urgentiste, je reçois les patients, je donne mes premiers soins, vous verrez que je vais faire appel au médecin de l'imagerie pour pouvoir déduire si son scanner. Dès que je reçois les patients, je dois déduire sur les types d'AVC. Vous voyez, par rapport à ce que je vous ai dit, si je peux vous résumer comme ça. Il va déduire, il va me dire, ah attention, là vous êtes sur un AVC hémorragique. Donc le patient est en train de saigner. Tellement que le patient est en train de saigner, ça va se collecter et faire l'hématome qui peut comprimer le cerveau. Plus tard, ça peut même expliquer les épilepsies. J'ai un patient. Et donc, vous voyez, moi déjà je vois mal. Je vois mal là où on va vous dire qu'on est en train de soigner 80, 200 pathologies. Je me vois mal parce que vous voyez que là, c'est une succession des événements qui peut expliquer même 20 ans après, quelqu'un peut faire des épilepsies suite à un hématome quelconque. Donc,
ici, je suis aux urgences, je reçois les patients. On me dit que c'est l'hémorragie. Je dois aller agir. Je dois aller agir sur ce terrain d'hémorragie. Vous voyez? Au risque de faire saigner. Parce que ici, c'est un traitement paradoxal entre l'hémorragie et l'ischémie. L'autre obstrue, l'autre fait passer rapidement et de notre côté. Si je me dis, je suis devant un caillot, je dois donner un anti-caillot pour faire saigner. Je ne peux pas donner cet anti-caillot si c'est quelqu'un qui saigne déjà, au risque d'aggraver le saignement. Vous voyez? Donc ça, ce sont des choses prouvées et vérifiables. Vous voyez? Donc je me dis qu'ici c'est un caillot, je dois aller désobstruer, je donne un anticoagulant pour une thrombose, je fais une thrombolyse. Ou même en pratique, je vais vous expliquer madame, en pratique, on fait les stats, donc on envoie quelque chose qui rentre au niveau des vaisseaux sous forme caméra. On utilise bien sûr les caméras, mais on envoie une sonde qui va aller au niveau des vaisseaux et aller désobstruer ces caillots-là. Okay. Ça c'est fait ailleurs, hein, en coronarographie, ça existe. On envoie cet instrument qui va entrer à l'intérieur, désobstruer les caillots. Moi je me vois mal quand vous dites, bon voilà, buvez ça, ça va aller agir là-bas, désobstruer. Je ne sais pas, à moins que ce soit de la magie ou ça soit un anticoagulant avec des effets, je ne sais pas, ça va entrer par les tubes. Bon, mais voilà. Ici, on doit faire la thrombolyse. C'est juste une parenthèse qu'on a ouverte et voilà. On ferme vite. C'est ce que je dois dire. Alors, la personne qui a fait de l'AVC, souvent, vous l'envoyez faire le kiné. Ça a quel rapport? Alors, il s'agit de la médecine physique qui nous accompagne également. C'est comme je vous ai dit, il s'agit ici d'un traitement multidisciplinaire. On fait appel à plusieurs domaines médicaux. Après qu'on ait le résultat et qu'on stabilise les patients, on puisse pallier, après avoir pallié à ces problèmes-là, par rapport au type d'AVC. Et maintenant, on va mettre un traitement pendant un certain temps. Si votre patient récupère cliniquement, vous sentez que ça va, une semaine après, tout ça, 10 jours après, déjà, je me dis, voilà, je peux déjà envoyer mon patient commencer à faire la kinésithérapie, pour faire des soins kinésithérapeutiques, pour pouvoir récupérer la fonction motrice perdue. Vous voyez, ça c'est un traitement externe. Parce que moi, je soigne à l'interne et je fais appel à un kinésithérapeute qui viendra donner des soins à l'externe par rapport à la fonction perdue pour récupérer. Et c'est un peu d'exciter les nerfs qui dorment. Voilà. Là, on a parlé de la kiné. Il y a certains AVC qui touchent le cerveau et la personne ne raisonne plus bien. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? C'est comme j'ai dit. Donc, moi, le traitement consiste à récupérer la fonction motrice à l'intérieur d'abord. Okay. À l'intérieur. Je donne ces traitements pour pouvoir aller récupérer le cerveau. Okay. C'est pour ça que j'ai dit il faut vraiment à 24 heures aller récupérer la fonction, la zone du cerveau qui est en souffrance. Okay. Je soulage cette zone-là. Vous verrez que la personne va bien récupérer. Et puis, dès que la personne va récupérer, je sens que la personne va mieux. Il ne reste plus que le mouvement tonique des membres. Et donc là, je soumets les patients maintenant à un kinésithérapeute qui va pouvoir continuer avec les soins externes. Et il n'y a pas que le kinésithérapeute, il y a même le logopède, c'est ce qu'on appelle l'orthophoniste, qui va aussi être là à mes côtés pour pouvoir nourrir, savoir comment nourrir ces patients qui sont en souffrance. Donc c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire qui fait appel à plusieurs équipes médicales pour pouvoir aider notre patient à pouvoir récupérer. On plaide vraiment pour qu'on ait des services d'urgence dans notre pays et que ces problèmes soient vraiment réglés pour que nos patients récupèrent vite par rapport à cette. Mais aussi la corrélation entre la kinésithérapie et la médecine traditionnelle, c'est ce que vous n'avez pas dit. Parce qu'on voit souvent les praticiens et ils agissent plus sur la kinésithérapie en donnant, essayant un peu de donner des soins. Bon voilà, certains disent que ça répond. Ça encore, c'est par rapport aux résultats. C'est par rapport aux résultats. Mais rationnellement, je ne sais pas si c'est prouvé. Moi, je me réserve. Parce qu'on doit encore prouver ce qu'on fait. Parce qu'il y a certaines preuves qu'on donne aux patients. Les patients récupèrent, mais 2-3 ans, ils se retrouvent avec notre pathologie. Il souffre des reins. Il a récupéré, pas pour aller souffrir encore. Il a récupéré pour être mieux, pour ne plus souffrir. Mais on doit dire aux patients que l'AVC n'est pas une garantie. C'est un accident. Ça peut vous arriver à plusieurs fois. Attention, vous êtes hypertendu, vous avez fait l'AVC une fois. Méfiez-vous, ça peut encore vous récidiver.
il y a la facilité de faire autant d'efforts. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette corrélation entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Oui, vous m'avez déjà précédé parce que je voulais vous demander de dire votre dernier mot et donner conseil à nos téléspectateurs et aux malades qui ont déjà fait l'AVC. Alors, votre dernier mot est par rapport à l'émission, par rapport à notre sujet du jour. Merci madame, je crois que ce n'est pas la première fois qu'on passe à votre émission. Ça ne sera pas non plus la dernière fois. Merci. Et félicitations à la 10e heure qui pense à nous et surtout à la population qui nous suit par rapport à nos conseils que nous prodiguons. À travers l'émission Initiative Santé. Voilà, une émission très suivie et qui je souhaite d'ailleurs de bonnes chances. Mais surtout ici à notre population de se faire checker par rapport à toutes ces pathologies que nous venons d'énumérer ici. C'est facile à les dire, mais c'est difficile à les vivre. En tout cas, il faut faire un tour aux soins intensifs pour voir comment les patients souffrent de toutes ces pathologies-là et réduire surtout l'apport en sel et en sucre également, parce que ce sont deux cloisons qui marchent ensemble, et pouvoir réduire l'alcoolisme chronique que nous vivons dans nos milieux, également le tabagisme, et ce sont des conseils pratiques, et également éviter la sédentarité, en faisant une marche de santé, qui vont pouvoir vous éviter également d'être sur le terrain d'obésité, qui sont des facteurs favorisants. Et donc, les gens qui sont prédisposés, qui ont des prédispositions génétiques, à aider d'éviter les facteurs déclenchants, parce qu'une fois que vous êtes sur le terrain de la prédisposition, le facteur déclenchant viendra déclencher ce qui est déjà, si vous pouvez me permettre la tautologie, ce qui est déjà dans votre organisme. Et donc, étant un accident, on ne peut qu'agir en amont, en traitant toutes ces pathologies-là ou en faisant se faire dépister. Voilà ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs. Et à notre gouvernement aussi. Également à nos gouvernements, ou une recommandation à eux de pouvoir mener une bonne politique en ce qui concerne la construction de nouveaux hôpitaux, également occuper également tous ces hôpitaux-là en moyen de bords nécessaires pour pouvoir prendre en charge correctement tous nos patients qui nous viennent soit tardivement ou déjà l'AVC à se faire au-delà de 72 heures. Ça, c'est vraiment déplorable. Et à la population de nous suivre également votre émission, suivre Equity Santé Propre Solutive également. Ça va pouvoir vous aider à avoir toutes ces informations qui vont vous mettre au parfum de votre état sanitaire. Merci madame. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Oui, nous sommes à la fin de notre émission. Vous l'avez bien suivi. Nous sommes entretenus avec le docteur Ernest Gassonji, avec qui nous avons parlé de l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. Il nous a bien expliqué. Je remercie l'hôpital EMI de la Compassion qui abandonne. Merci de votre accueil. Grand merci à vous et prenez rendez-vous.